parler. Décryptage de l'actualité culturelle, invité, prestations, débats, tels sont les grands axes de votre émission Culture Express. Au sommaire du numéro de cette semaine, Soko Festival, la conférence des ministres du G5 Sahel avec pour thème contribution de la culture à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent. En invité, on aura Sadio Koda, il est artiste et musicien, et également Ousmane Savadogo, président de la Fédération des filières des arts plastiques et appliqués du Burkina Faso. Avec lui, il sera question donc du fonctionnement de la fédération, le mécanisme d'acquisition des œuvres, la loi sur le 1% artistique, la question des droits d'auteur en arts plastiques et graphiques. Pour en parler avec moi, Sir Païm Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour Marius. Voilà, il est directeur de publication de Info Sciences Culture. Oui, merci et bonjour à nos fidèles téléspectateurs et merci aussi à ceux qui nous font un peu le feedback de cette émission qui se veut vraiment une belle plateforme de débat, de révélation aussi de nos invités, mais également de poser vraiment des interrogations, des questions, en tout cas sur l'avenir de notre culture. Super. Et puis au cours de cette émission, on aura aussi avec nous Moumouni Yerbanga de Radio Jeunesse. Ouais, voilà. le jeune marié. Et puis la première information, avant de parler même d'actualité culturelle, le Fonds de développement culturel et touristique lance son 4e appel à projet portant sur la subvention. Peuvent donc postuler les associations et les coopératives de droit burkinabé œuvrant dans le secteur de la culture et du tourisme. Les dossiers de candidature sont déposés du 16 décembre 2019 au 16 janvier 2020 de 8h à 15h30 à la direction générale du fonds, 6 à la ZAD, côté ouest du Siao, à 100 mètres de l'espace culturel Dieudonné, ou au niveau des directions régionales de la culture et du tourisme. Et puis contact utile 25 48 04 31 25 48 04 41. Voilà, c'est le 4e appel à projet. Cette fois-ci, ça concerne donc la subvention. Oui, je pense que de plus en plus les fonds qu'on a essaient en tout cas d'avoir plusieurs prestations, plusieurs produits, notamment un volet subvention, un volet crédit aussi, pour permettre toujours aux différentes structures de fonctionner. Voilà, mais bon, c'est une bonne chose parce que souvent la subvention à elle seule ne suffit pas. Voilà, et bon, le fait que le crédit aussi vienne en appui, ça permet aux uns aux autres aussi de se dire que quand on veut monter et gravir des paliers, il faut aussi une bonne organisation. Et je pense qu'en termes de renforcement de capacité des structures en matière de gestion, c'est une bonne chose. J'en veux pour preuve que même au niveau des médias, avec le fonds d'appui à la presse privée, justement, le premier crédit a été déjà octroyé à quelques médias. Donc, ça permet quand même de juger vraiment le besoin réel, en tout cas de chaque entreprise, parce que là, il faut quand même aussi avoir des projets assez intéressants. Et un aspect intéressant pour les deux fonds, ça veut dire les deux produits, c'est ce que j'ai dit, il faut en tout cas une évaluation, il faut un suivi quand même pour que au moins on puisse savoir où ces fonds partent, est-ce que vraiment ça a été bien géré, etc. Parce que le problème aussi c'est un peu à ce niveau, on a vu le PSIC à l'époque du ministre Mamoudou. Bon, beaucoup ont pris le fonds, mais il y en a qui ont pris ça pour au moins faire des mariages et bien d'autres choses, ce qui n'est pas du tout. Il y en a qui ont trouvé que c'est de la calomnie. Quelle calomnie, mais on est tous dans le secteur, on voit ce qui se passe.
Mais voilà, dès que tu parles, on pense que tu es vraiment un aigri, un jaloux, etc. Sinon, on a reçu même le directeur du fonds. Voilà, il a dit qu'il y a véritablement actuellement des garde-fous. Oui, ils se sont inspirés donc de l'exemple du psych, mais des garde-fous. C'est vrai, voilà. C'est vrai. En tout cas, actuellement, le FDCT est en train de monter en puissance et vraiment, c'est le lieu quand même de saluer le travail assez important que fait Alphonse Tougouma. Voilà, et le puis DG son du équipe, fonds. le DG du fonds. Voilà. Ok. Le Burkina Faso habitera donc du 15 au 17 janvier 2020 la conférence des ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel. Cette réunion devra aboutir à une déclaration et une feuille de route en vue de la prise en compte du secteur de la culture dans la résilience et la lutte contre l'extrémisme violent. Donc on va suivre ce reportage. La culture peut contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent. Conviction du ministre Abdul Karim Sango. Face à la presse, il annonce la tenue prochaine d'une conférence des ministres de la culture des pays membres du G5 Sahel ici à Ouagadougou. Le Burkina Faso a pris la ferme résolution de mener la lutte contre l'extrémisme violent sous toutes ses facettes. Il nous revient de redoubler d'efforts en explorant toutes les pistes de solutions possibles pour venir à bout plus généralement de l'extrémisme violent, de façon spécifique du terrorisme. Cette guerre qualifiée d'asymétrique exige des acteurs nationaux, tous et chacun, que nous puissions apporter notre contribution à la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers l'union sacrée des fils et des filles du pays. Contribution de la culture à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent, c'est la thématique retenue pour ce rendez-vous. Une rencontre au cours de laquelle les experts de la culture vont identifier les axes stratégiques de la culture comme moyen de résilience des populations. La culture, loin du folklore, a bel et bien un rôle majeur à jouer. Les experts des 5 pays qui vont travailler à caractère national et transnational, ce sera le lieu de partager les riches expériences positives dans chaque État dans ce domaine. Cette rencontre devra aboutir à une déclaration dite de Ouagadougou en vue de mieux impliquer les acteurs culturels dans la lutte contre ce fléau. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont également attendus à Ouagadougou en qualité de pays observateurs. La contribution de la culture à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent. Oui. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient à point nommé et personne n'ignore que même dans le temps, à une certaine époque, la culture a toujours quand même été le ciment de la paix et contribué également à unir en tout cas les différentes les ethnies quand même au sein d'une seule entité. Oui. Et on a vu aussi que, par exemple, découvrir l'autre, découvrir sa manière de faire, permet en tout cas de réduire aussi les violences. Voilà. Et moi, je pense que le ministère de la Culture a bien compris quand même cela, puisque il y a une étude qui a été faite d'abord sur les valeurs de référence avec docteur Zakaria Soré et puis Alseni Bari. Ça a été fait l'objet d'une restitution à Bobo. Nous y étions. Alors, je pense que les valeurs de référence que les experts ont eu à exposer ce jour, vraiment, ils ont rencontré quand même plus de, je pense, des centaines de personnes. Et en tout cas, ils ont pu faire ressortir. C'est pas que ce qu'ils ont fait ressortir, c'est déjà du déjà vu, etc. Mais le fait quand même de remonter, en tout cas, et d'écouter vraiment des anciens, d'écouter vraiment tout le monde, d'écouter les différentes
représentants des ethnies qui composent le Burkina, d'est en ouest, du nord au sud. Je pense que vraiment c'était vraiment génial. Et je pense que c'est la suite logique. Et le ministère a essayé, avec l'appui d'un certain nombre de partenaires, pour essayer de traduire ça maintenant en actes concrets. Parce qu'une fois j'avais interpellé monsieur le ministre, j'ai dit vous avez en tout cas de quoi apaiser, calmer quand même les tensions au Burkina, et pourquoi pas, peut-être qu'il peut avoir des répercussions ailleurs, mais c'est vraiment, en tout cas, voilà pourquoi je dis que cette rencontre-là, le fait que c'est une question transversale, en tout cas va permettre quand même un tant soit peu de ramener un peu la paix dans nos contrées. Bonjour déjà. Alors c'est très important ce que le doyen vient de dire. On a la chance d'avoir parmi les pans de notre culture la parenté à plaisanterie, et là c'est un vecteur, ça peut être un des leviers que l'on peut activer pour pouvoir résoudre certains problèmes qui concernent donc l'extrémisme violent. On a vu qu'à un moment donné, au cours de l'histoire récente de notre pays, il y a eu une tentative avec ce qui s'est passé à Yirgou d'instrumentaliser justement. On a eu la chance qu'il y a eu, j'allais dire, un apport du côté donc de la culture à travers la parenté à plaisanterie qui a permis d'apaiser certaines choses. Donc c'est un exemple partant qui montre que la culture c'est vraiment un vecteur qui peut, et même l'extrémisme violent, c'est à mon avis une certaine forme de manque de culture, parce que si vous avez une certaine culture, vous savez que aller par exemple porter atteinte physiquement ou moralement à des gens qui sont innocents, je pense que ça c'est une des premières marques de manque de culture. Donc je suppose que l'État central qui prend les devants, et pour activer certains leviers, s'ils prennent en compte toutes les facettes, tous les pans de la culture de notre pays, on pourrait arriver à bout très rapidement. Jusqu'au niveau même des créations également. Oui, jusqu'au niveau des créations. Voilà pourquoi lorsque le ministre parlait à Bamba, quand même Moïse, qui disait qu'il avait un spectacle, en tout cas dans cette veine-là. Voilà. Et je lui ai dit, voilà, c'est même une occasion d'approcher pour que ça ne soit pas des conférences uniquement, des rencontres, qui aient un bon contenu. Voilà, on sait que même au niveau national, il y a les conférences prévues dans les différentes régions, on a souvent parlé de ça, et maintenant ça est en train de toucher le régional, l'espace G5, donc je pense que vraiment il y a un travail important qui se fait. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur un fait, ça veut dire sur les propos du ministre, quand il disait que vraiment un homme vraiment qui a une très bonne culture, on peut difficilement le manipuler. Voilà, et généralement, quand il y a manipulation, ce que la personne, au niveau psychique, a des problèmes, a un traumatisme, a des soucis, a des problèmes, même rencontre des problèmes dans la vie, comme ça, et ça veut dire qu'il suffit de rien pour le faire basculer d'un point A à un point B. Merci bien. Et donc, il faut le rappeler, c'est du 15 au 17 janvier 2020, c'est donc à Ouagadougou. Et puis, sorti hier, vendredi 10 janvier à 10h, le deuxième album de Frère Malcolm. C'est un album de 12 titres, c'est dans un univers rap, des feats avec Billy Billy de la Côte d'Ivoire, Amzi, Empereur Ziak, Dabros. L'album est baptisé Antikouma. Voilà, on souhaite plein succès à ce monsieur. Voilà. Rappelons que c'est eux, c'est l'ex-membre du groupe Faso Combat. Voilà, et en tout cas, qui a vraiment, même son album précédent, c'était quand même très bien. Il avait réussi, en tout cas, à convaincre. Donc, je pense que le nouvel album s'inscrit dans cette dynamique, et c'est tant mieux. Bon, on le souhaite simplement bon vent. Et puis avec des thèmes d'actualité, appelant à la cohésion sociale, à l'apaisement, ainsi de suite.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est quand même quelque chose de récurrent. L'artiste même à l'intérieur du groupe Face au Combat, c'était un artiste justement qui s'investissait à travers des thématiques qui avaient pour objectif de sensibiliser plus ou moins les gens. Donc c'est une forme de continuité et on sait qu'il a trouvé une certaine forme qui nous fait danser mais ça sensibilise en même temps. On a vu avec le précédent Bonta Zena, donc qui fait danser mais qui également conscientise avec l'humour qu'il faut. Donc on va souhaiter à la suite donc du doyen bon vent donc à l'artiste. Et puis de plus en plus les ex-membres de Faso Combat partagent les scènes ensemble. Oui, tout à fait. On a vu récemment sur la scène donc de Mascotte, l'émission Cocktail, on a vu à un moment donné, on a revu le groupe Faso Combat et c'était très beau à voir. Donc ce que nous espérons, c'est que pourquoi pas à un moment donné, voilà, ne serait-ce que pour le temps d'un album, d'une production, nous faire découvrir les talents. Ça a même commencé avec le groupe ILN en Côte d'Ivoire. Sur certaines scènes, même au Burkina, voilà. Et voilà, je pense que les autres aussi sont en train d'emboîter le pas. Et comme Moumouni vient de le dire, c'est ce que les mélomanes demandent, exigent, bon, tout en se disant que non, bon, chacun peut avoir sa carrière. Chacun peut aussi, comme tu dis, en tout cas, avoir une carrière bien fournie en solo, quoi. Et puis il faut rappeler aussi qu'il y a eu, les deux ont collaboré sur un titre. Voilà, sur un titre de Ish Sankara. Donc, ça a été un trio. Donc, voilà, pour dire qu'il n'y a pas d'animosité. Voilà, et comme on disait, la cohésion, le vivre ensemble, voilà, la culture vient de démontrer à travers cette musique-là, à travers la musique, que c'est possible. Voilà. Et puis depuis le 9 janvier, donc Ouagadougou abrite la 5e édition de Soko Festival. Un festival de musique qui comprend des concerts, masterclass, Soko à l'école, rencontre professionnelle et le village Soko. Une vingtaine d'artistes du Burkina Faso, Togo, Mali, Tchad, Bénin. Le festival s'achève dimanche. Pour ce samedi, il y aura Hamzi, Malik à la slameuse en prestation et à l'Institut français. En tout cas, c'est un festival de Ibrahim Keïta. Il arrive véritablement à s'imposer. Qui fait justement la part belle à des artistes que l'on connaît très bien déjà, mais qui donne aussi une certaine opportunité aux artistes qui sont ce qu'on appelle souvent dans l'underground, qui veulent sortir là, de pouvoir s'exprimer, de leur offrir et puis c'est la promotion du live. Exactement. Un exemple patent, c'est un frère à Marius, il se fait appeler Kamat. Je pense que c'est un artiste que les Burkinabés vont apprendre à découvrir très bientôt, qui fait de la très belle musique, même s'il est bizarre. Voilà, donc je pense qu'il est programmé pour le 12, je pense. Donc demain, les Bissa, les gourmachés, généralement, ils ont de très belles voix. C'est les Samons. Voilà, ils ont et puis le JK, c'est un rythme universel. Sinon, mes autres esclaves, quand même, s'en sortent bien. C'est un rythme universel. On va parler cette fois-ci de théâtre, avec la pièce Mr. Time. Dans une mise en scène atypique de Noël Minougou, 4 acteurs explorent généreusement l'antre du néant à la recherche donc du néant. Comme acteurs, Palin Fossier, Mamadou Soma, Eleonore Kopti, Charles Nondouende Tiendebego, présenté par la compagnie Théâtre Évasion de Ildevert Meda. Donc c'est à l'espace Gambidi. La grande première a été le 8 janvier et donc il continue jusqu'au 18. Ce soir, vous pourrez faire un tour donc, du côté de l'espace Gambidi. Parce que rien qu'à voir la liste des acteurs qui vont jouer dans cette pièce-là, ça vaut les deux tours et on sait que c'est quand même une troupe assez sérieuse, notamment avec le maestro Ildevert Meda. Donc moi, j'ai pas eu l'opportunité de le suivre, mais ça ne saurait tarder parce que quand Ildevert Meda est dans un projet, c'est sûr que voilà, c'est du bon. Et puis ça permet aussi à l'espace quand même de tourner, de fonctionner. L'espace Gambidi. Je pense que justement l'espace Gambidi. Un peu le FITMO. Oui, l'espace Gambidi quand même est devenu une référence. Je pense que même le Remdoro 2, voilà, j'ai même échangé avec Jean-Claude Guingané, le responsable,
Et ils sont en train de gérer l'espace Remdoro 2, qui est un peu vers là-bas. Et c'est pour dire qu'en fait, en matière de gestion, ils ont pu quand même avoir la confiance des différents partenaires. Alors maintenant, même à leur sein, je pense que ça soit l'école, que ça soit de théâtre, je veux dire, que ça soit vraiment les compagnies, en tout cas, chacun ou chacune arrive à avoir des résidences et qui permettent quand même au théâtre Jean-Pierre Guinganet de vivre, et ça veut dire même d'attirer du monde. Si je dis le théâtre, c'est un peu la salle de spectacle, voilà, en tout cas qui est à l'intérieur. Donc je pense que revenant en tout cas à la pièce dont tu es en train de parler avec Ildevert Meda, bon, je pense que rien que la réputation d'Ildevert attire le monde. Voilà. Maintenant, les acteurs, c'est vrai, il y a des jeunes talentueux parmi, et c'est déjà bon parce qu'on sent qu'il y a une relève qui est là. Voilà. Et vraiment des gens on ressent vraiment une grande de la gaieté, vraiment, comme on dit, du bonheur. On vit vraiment le bonheur quand on les suit, donc sur les planches. Et je dis bravo et bonne continuation à cette génération-là. Et on sera là-bas ce soir. Tout à fait. Oui, comme Yerbanga, féru de théâtre. Il n'a qu'à venir avec madame. Voilà, tout à fait. En nouvelle mariée. On tient le bon bout. Voilà. Cette fois-ci, on va recevoir un artiste. Voilà. Il a été premier prix au concours Turaco Média en août 2017, premier prix du concours BBDA Live organisé par le RHJSBF. Jeune ambassadeur pour la cohésion sociale avec 5 films. Sa musique est une association de sonorités Peul à la musique dite moderne. Il s'agit du Latino Pular. C'est son style musical. Hein. Donc on reçoit avec nous, il peut venir, hein, Sadio Kodja. Sadio Kodja. Voilà. Bonjour. Bonjour. Salut. Oui, bonjour. Oui. Bien habillé, hein. Merci. Merci. Voilà. Déjà, le Latino Pular, on va se tutoyer. Hein. Tu as dit que c'est un mélange de musique Peul. Cette musique Peul, on l'associe à quoi? Quelle sonorité spécialement pour donner donc du Latino Pular? Voilà, à la base d'abord, je vous remercie. Je vous remercie pour ce plateau. Voilà, c'est une chance, donc je puis saisir. Merci. Voilà, donc le Latino Pular, en réalité, vous voyez déjà la musique latino en elle-même. C'est-à-dire, on a dedans le raga, dancehall et puis reggae et tout ça. Ça, c'est du latino d'abord. Et maintenant, on aura une synonymie au niveau du latino ou homonymie, du moins, et voilà, mélangé quoi. Déjà, on aura, vous voyez, la fusion de la signification et aussi de l'audition, ce qu'on entend. Donc latino, c'est colatino. C'est-à-dire colatino, c'est qui était d'eux. Voilà, c'est qui était du Pular, c'est qui était du monde sahélien. C'est ça, on réactualise bien sûr donc au niveau de la culture, au niveau des sonorités. Donc c'est ça qui donne le Latino Pular à la base. Il faut rappeler qu'il y a fait lettres modernes. Hein, Justement, moi j'aimerais savoir un peu quelle est cette marge au niveau de cette fusion musicale. Est-ce que on sent plus le latino ou bien vous avez pu quand même imposer votre empreinte pour que quand on écoute vos chansons à l'image de Dico Fils, qu'on puisse savoir que vraiment c'est du Koda? C'est pratiquement à 100% du Koda. Maintenant, c'est la réflexion profonde au niveau de ce qu'on entend qui nous donne à chercher maintenant où est l'origine de cette musique. Sinon, en réalité, c'est du 100% Koda. Et vous aurez bien sûr l'occasion, voilà, une vidéo et tout ça, et qu'on aura l'occasion, bien sûr, de décortiquer si toutefois c'est possible avec notre temps. Parce que moi, j'ai du mal encore à l'appeler Sadio Koda parce que moi,
il est connu sous une autre dénomination, Mike Kidoul. Aujourd'hui, il se fait donc... Ça a dérouté un peu les mélomanes, les journalistes. C'est une forme de mutation et aujourd'hui on est avec la force du cuir, avec l'explication qu'on vient d'avoir par rapport à la force du cuir, c'est la bénédiction. Il est sapé comme jamais. Beauté, force et résistance. Joli pour lui, il prime, il bras, pour la homme la belle. Moyer wita, à la vidine couverte, 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 à la vidine couverte. Wanana baby ake. Nana baby, kapungel pure nambata, kapungel pure jangore, kapungel pure nambata, kapungel pure jangore. Monana baby ake, imonana benyo ake, monana baby ake, ilanana benyo ake. Dogudu ara wa idolana, dogudu ara wa idolana, dogudu ara wa idolana. Moyer wita, tango vet. Moyer wita, tango vet. Moyer wita, tango vet. Moyer wita, yer wita. Moyer wita, yer wita. Moyer wita, tango vet. Moyer wita, tango vet. À la vidine couverte, à la vidine couverte. Tango vet. Salut Koda, Kevinson, amusé. Wow, c'est une belle vidéo, hein? Tout à fait. Très belle vidéo. Voilà. Et avant de revenir sur la vidéo, tu disais? Voilà, je disais que aujourd'hui il se fait appeler Sadio Koda. Il était connu à l'époque donc sous le nom de Mike Kidoul. Donc il y a eu une certaine mutation qui s'est opérée. Alors la première question est de savoir pourquoi cette mutation. Est-ce que avec la force du cuir, la coloration dont on parlait tantôt, est-ce qu'on peut dire que vous avez finalement trouvé l'identité musicale qui est le vôtre?
Oui, bien sûr, j'ai trouvé l'identité normale, mais c'est pas... la mutation, en réalité, elle a souffert du temps. C'est le temps parce que d'abord j'ai sorti La Voie lactée en décembre 2018 dans l'enceinte même de la radio nationale. La Voie lactée, c'est l'album précédent puisque c'est une année après que La Force du cuir est sortie. Voilà. Donc après la sortie de La Voie lactée sous l'appellation de Sadio Koda que j'avais, déjà la promotion qui devait suivre, on a connu une année 2019 compliquée. Voilà. Donc du coup, on n'a pas pu faire la promo. Donc c'est normal que voilà, le nom ne soit pas aussi familier. Mais pourquoi le changement de nom? Le changement de nom, c'est assez simple. C'est assez simple. Maïki Doul, voilà, c'est Maïga Abdoulaye. Maïki, voilà, donc on a décortiqué, on fabrique ça dans les lycées, voilà, on peut se donner les noms. C'est resté et tout. Quoique ça veut dire serviteur. Si on voit bien Maïki Doul, ça veut dire serviteur. Bien sûr, c'est bon et tout, on pouvait expliquer. Il n'y a pas de souci. Mais Sadio, parce que tout simplement, à Dori, quand tu arrives, tu dis Sadio, c'est moi. Voilà, Sadio, c'est lui qui suit les jumeaux, c'est mon nom. Et Koda, le Benjamin. Voilà, et donc c'est après, bien sûr, le décès de ma maman qui m'appelait comme ça, que j'ai décidé, bon voilà. En tout cas, il y a un gros travail à faire. Oui. C'est certainement pour lui rendre hommage. Mais moi, surtout ça. En fait, je peux dire aussi que le changement de nom peut, comme on dit, lancer davantage l'artiste, ou ça veut dire le faire plonger. Donc, il faut faire attention. C'est vrai que quand il y a même un changement de nom au niveau même des entreprises, ça suppose une grosse campagne de communication. Une grosse campagne de communication. Et quand on est artiste aussi, il faut en tout cas avoir une bonne force de frappe pour pouvoir... On a vu avec Sissao, je pense qu'il se faisait appeler Lolita Red. Voilà, c'est ça après qui est venu. Mais moi, je préfère, par exemple, ce qu'il a dit, avoir un nom où ça veut dire il peut facilement s'identifier, il peut facilement expliquer, il peut facilement définir des concepts de promo, justement, de promotion, et ça veut dire avoir ça, en tout cas, de manière définitive. Et j'espère que... Il va pas changer. Voilà, parce que c'est comme on dit, ceux qui sont dans le système de changement, même les grands groupes qui suivent les choses, tu peux même récupérer une marque et laisser ça, malgré que tu as une force financière assez importante. Donc c'est juste pour dire vraiment de faire un peu attention. J'aimerais revenir sur son clip. Il est beau, il est dynamique, il est très enthousiaste. Voilà, la seule insuffisance, ou par exemple ce que je suis resté quand même sur ma soif là, c'est un peu au niveau de la chorégraphie. Je m'attendais vraiment à voir aussi la belle danse des belles sahéliennes. Non, on aime ça. Parce que de toute façon, quand vous allez par exemple au Rwanda, les belles Rwandaises dansent un peu comme les peuls ici. Donc vraiment, ça nous faisait énormément plaisir de revoir un peu cela. Alors, donc, si peut-être il y a une possibilité de retoucher, insérer ça, je pense qu'on va aimer. Voilà, parce que je tiens à ça, parce que je pense que les garçons qui sont là en train de danser là, ben ça, pour moi, c'est déjà vu quoi. Voilà, et puis il m'a soufflé. D'accord. Ce sont les danseurs de DJ Arafat. Oui, bon, franchement, moi, c'est ce genre de chorégraphie, on en voit tous les jours. Moi, je veux que tu ajoutes quelque chose vraiment qui vienne de l'âme de ta région. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des passages où lui-même il essaie de danser. L'autre aspect, c'est un peu la cigarette, la fumée qui est chaude, c'est bien, mais c'est pour te dire que sur certaines chaînes ou bien choses, ils peuvent ne pas jouer ça à cause de choses. Je sais qu'il y a eu une chanson de Ousmenez ou c'est quoi, et quand il a dit Télécel arrivé à Abidjan, comme Télécel n'était pas chaud, on a dit non, ça passe pas. Donc je pense que comme ça fait un peu l'apologie de
des choses. Et sans oublier qu'il y a des associations aussi ici qui luttent contre le tabac. Donc, ici, je peux revoir un peu ces aspects. Sinon, en tout cas, j'adore bien le clip et je pense que le scénario aussi est très bien. Pour finir, quelle est ton actualité? Oui, on est en train de faire la promo de la force du cuir. On est en pleine promotion. La force du cuir. Pourquoi c'est la dénomination? C'est un peu original. Okay, la force du cuir, en réalité, d'abord, c'est ce qu'on voit, l'aspect visible, c'est l'habillement ou je ne sais pas, valoriser un peu tout ce qu'il y a de cuir. Mais au fond, en réalité, c'est une philosophie. C'est-à-dire comment on obtient le cuir. C'est-à-dire c'est une peau qu'on attrape, on la torture, on la met dans n'importe quoi, la peau, pour qu'elle puisse devenir du cuir. Et finalement, la peau, elle brille. Elle devient le cuir, elle brille, elle scintille, on ne comprend plus rien. Pourtant, on l'avait torturée. Donc, c'est une manière de dire aux gens d'avoir juste de l'espoir. La dernière question, vous avez une licence en lettres modernes. Okay. Je pense que vous poursuivez vos études. Hein. Oui, voilà. Logiquement. Et après, c'est pourquoi on continue la musique, on va faire autre chose, c'est quoi? Oui, il y a une des chansons dans La Force du Cuir, intitulée Courage, qui dit que je prends mon courage à deux mains, car nul ne connaît la fin. Donc du coup, la fin, on ne peut pas savoir ce qui va advenir demain. Merci, merci d'être passé. On va suivre une vidéo de l'artiste Sadio Koda. Ça a été un plaisir pour nous de le recevoir. Un bout de la vidéo, le temps de recevoir notre prochain et dernier invité. Merci. C'était la vidéo de Sadio Koda. Allez, juste après, ce qui suit, on va aller pour la rubrique invitée. Nous recevons Monsieur Moumouni Sawadogo, il est président de la Fédération des filières des arts plastiques et appliqués du Burkina Faso. Oui, avec lui, on va parler donc de l'univers des arts plastiques, les droits d'auteur, la loi 1% artistique. Voilà, bonjour. Bonjour Monsieur Marus. Voilà, un plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Et bonjour aux téléspectateurs de la télévision nationale. Déjà, moi, la première question, quels sont les objectifs de cette fédération? Bon, en effet, il faut rappeler déjà, la fédération a été créée en 2015 sous le couvert du ministère en charge de la culture à travers le programme ARPIC qui a mis en place six fédérations, dont la nôtre, la Fédération de la filière des arts plastiques et appliqués. Et on a pour objectif de représenter la fédération pour toute question liée à son développement. Voilà. Et aussi créer des cadres de rencontres, d'échanges et également les conditions pour mieux structurer notre domaine en fait. Voilà. Alors je pense que c'est hyper important, je me permets de prendre la parole parce que à l'occasion d'une des éditions de la SNC, il m'a été donné de constater qu'il y a une forme de bisbille entre si vous voulez, les artistes qui évoluent dans ce domaine-là, notamment ceux qui sont venus donc de Ouaga et de Kaya qui à un moment donné au niveau de la SNC en tout cas a montré un certain mécontentement à travers un
petit point de presse qu'ils ont organisé pour décrire une forme de favoritisme qu'on aurait à l'endroit donc des artistes plasticiens donc de Bobo Dioulasso. Est-ce que la fédération dont vous avez la chance de présider a eu vent de ces informations? Est-ce que quelque chose a été fait pour un peu essayer de polir les différents sentiments? Et effectivement, pour ce prix-là, au niveau de la SNC, concernant les arts plastiques, il y a eu un de nos membres qui fait partie de ce comité-là, c'est la nouvelle génération, l'association de la nouvelle génération, qui a porté la voix, parce qu'ils ont compris ils ont constaté qu'il y avait des échanges entre les jurys et les artistes de Bobo, qui favorisaient un peu les artistes de Bobo. Et ils ont porté la voix, et cela nous a interpellés, on a interpellé l'autorité sur cette question-là. Donc la fédération a été informée et nous avons fait ce qu'il faut faire. Oui, moi j'aimerais que Mouni s'il peut nous quand même faire l'état un peu des arts plastiques au Burkina et comment, parce que quand on est un peu loin, on a l'impression qu'il y a comme on dit, quelques gourous qui sont là et voilà, après eux j'ai l'impression que les jeunes ont peut-être du mal à monter quoi. Et effectivement, au niveau des arts plastiques, il y a ces anciens qui sont là, qu'on ne peut pas écarter. Vous savez bien. Voilà. Ça, c'est normal. C'est normal. une question de talent. Voilà, c'est une question de talent. Mais aussi, il y a des jeunes qui sont là et tout. C'est comme dans tout domaine. Il faut persévérer. Il faut persévérer et c'est le talent qui prime. Voilà. Je pense que si tu as le talent et les mesures qu'il faut, tu peux avoir une place. Et comment est-ce que le secteur se porte actuellement? Le secteur, on peut dire, se porte mal. Très mal parce qu'elle est incomprise en fait. Même au niveau de nos politiques, au niveau du ministère de la Culture, quand on parle des arts plastiques et appliqués, certains mettent ça en second rang parce qu'ils voient plus la musique, le cinéma et les autres secteurs en fait. Donc nous essayons en tout cas de... Est-ce que tu peux expliquer discuter. ça? Bon, c'est la compréhension de tout un chacun, surtout les techniciens du ministère et voilà, tout ce qui entoure le ministère de la Culture. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de communication aussi? Parce que quelquefois, beaucoup sont dans les ateliers. Par exemple, moi j'ai suivi par exemple une Suzanne Ouedraogo, je l'ai découvert parce que tout simplement son papa, je lui donnais des cours de musique. C'est en allant que je la voyais étaler un peu ces trucs pour pouvoir jouer. Je n'aurais jamais su, ou bien peut-être je l'aurais su, mais un peu plus tard, 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas ce défaut de communication? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Ce défaut de communication nous incombe tous. Vous voyez, même en tant que journaliste, vous en tant que journaliste, vous avez votre rôle à jouer. Oui, c'est vrai. À part Marius et quelques journalistes qui s'intéressent à notre domaine et tout, personne ne s'intéresse. Il n'y a pas un journaliste qui invite des plasticiens et tout, sur des plateaux et tout. Je pense que cela incombe à tous. Et aussi, il y a des journalistes qui doivent se spécialiser dans chaque domaine. Au Burkina, on a manque pour les arts plastiques de ces genres de personnes. Mais vous-même vous refusez de communiquer? Oui, c'est ça. C'est pas histoire, c'est pas nous qui... Souvent même pour avoir un artiste plasticien à une émission, c'est tout un problème. En interview aussi, c'est tout un problème. Il refuse de venir, je sais pas. Je sais pas, moi on m'a jamais invité. Puis je suis vous êtes le président. Donc, et c'est hyper important parce que de plus en plus, il a parlé donc de la spécialisation. C'est important parce qu'il y a un confrère, notamment très récemment, qui a soutenu un DEA à l'université, donc portant sur ça, Abraham Baïli, donc portant donc sur la thématique. Je pense que de plus en plus, on va avoir des gens qui vont se spécialiser dans le domaine, mais il faudra qu'il y ait peut-être aussi un travail à votre niveau pour qu'on puisse avoir un autre regard par rapport à ce tas-là, parce que, comme on le sait, les gens voient ça un peu comme un peu élitiste, voilà, de telle sorte que il n'y a pas justement cette familiarité qui peut exister avec d'autres arts comme la musique, le cinéma, qui est un peu populaire comparativement. Donc, est-ce qu'il y a des actions que vous envisagez faire pour une meilleure vulgarisation, pour que les gens soient moins profanes vis-à-vis de ce tas-là? C'est vrai qu'il y a déjà des initiatives, par exemple le RIPO, qui s'est tenu donc cette année, l'année dernière, nationale des arts de la peinture. Voilà, il y a même
aussi Awa Yamuro qui organisait, qui regroupait les artistes plasticiennes de la sous-région. Elle a fait ça durant des éditions. Et bon, les initiatives ne manquent pas. Et comme on a reçu un peu le doyen voilà, il n'y a pas longtemps sur ce plateau, en tout cas il y a des initiatives, mais je souscris au moins à ce que Moumouni Yerbanga vient de dire tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas des soucis à ce niveau? Oui. Je pense que concernant la communication, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et récemment, j'étais au Bénin pour une table ronde où il y a eu plusieurs pays. Il y a eu 6 pays. Et nous comptons avoir une journée spécialisée pour les arts plastiques, pour les plasticiens. Vous savez, au niveau de la musique, chaque 21 juin, on fait la musique. Mais au niveau des arts plastiques, il n'y a aucun événement qui nous célèbre en fait, qui célèbre les artistes plasticiens. Et je pense que cette journée-là va être instaurée à partir du 4 novembre 2020, si tout va bien, avec l'appui du ministère et des partenaires techniques. Et espérant que ce sera véritablement accessible, populaire. Voilà. Parce que c'est aussi ça l'esprit. Hein. C'est aussi ça l'esprit en fait. Moi, on est content parce qu'il y a le FESPACO, il y a les Sotigui, il y a pas mal de trucs. Donc, on attend aussi que les arts plastiques. Mais à ce niveau, j'aimerais qu'on revienne aussi sur les tarifs. Est-ce que c'est pas ça qui dissuade? Parce que moi, je pense qu'il y a en gros 8 ans, je suis allé acheter un tableau avec Awa Yamuro. Elle m'a dit, je t'amène, je vais encadrer le tableau, je t'amène parce que tu es le premier journaliste à m'acheter ça. Voilà. Elle l'a fait effectivement, mais je me dis, il y avait un tableau qui était là-bas, je voulais, c'était la princesse Yenenga, mais ça faisait 1,5 million. Ce moment, journaliste à l'Observateur, c'est pas évident. Est-ce que c'est pas vos tarifs là aussi qui effraient un peu le public et qui empêchent un décollage un peu populaire? Non, je pense que le problème aussi se pose au niveau de la compréhension de la population en matière des arts plastiques. Quand on connaît la valeur d'une œuvre, on sait qu'elle n'a pas de prix. Voilà. Et l'œuvre peut être accessible à tout le monde. Si tu tiens à cœur de pouvoir acheter l'œuvre, il y a plusieurs manières de pouvoir acheter l'œuvre. Voilà, même si vous économisez pendant 1 an, vous pouvez l'acheter. Elle vous a dit 1 million et quelques. Est-ce que vous avez proposé une somme pour l'œuvre que vous avez voulu? Il y a des personnes qui préfèrent prendre 300 000 à le gaspiller dans une boîte que de payer une œuvre. D'accord. C'est pas question de prix. Il faut rappeler que l'Assemblée nationale a voté en 2017 une loi, c'est la loi 1% artistique. Cette loi stipule que lorsqu'un architecte a un marché de construction d'immeubles, il doit reverser 1% du budget à la décoration artistique. Les œuvres faisant l'objet d'achat ou de commandes doivent s'inspirer du patrimoine culturel national. Elles doivent donc concourir à la promotion de l'identité nationale. Nous sommes à quel stade aujourd'hui dans la mise en œuvre de cette loi 1% artistique? Et il faut le rappeler, c'est avec la Fédération de la filière des arts plastiques appliqués et les autres membres que nous avons porté ce projet avec le ministère en charge de la culture. Et cette loi a été votée en 2017 au niveau de l'Assemblée sous le couvert de Taïro Barry. Et la loi elle-même se suffit pour être appliquée en fait. Et aujourd'hui, le décret d'application est là. Mais la mise en œuvre cause problème. Et ce problème-là, vous savez, il y a plusieurs lois qui sont votées, mais chaque fois quand on parle de la mise en œuvre, il y a toujours problème. Et on a interpellé plusieurs fois le ministère en charge de la culture, parce que sur cette loi-là, on ne peut pas la laisser à des acteurs. On ne peut pas la remettre entre les mains des acteurs comme ça. Parce que ce sera facile qu'un architecte ait un marché et qu'il devienne lui-même peindre et décorer l'édifice qu'il a. Effectivement. Ça serait très facile ça. Ou de voir un ami qui est peintre ou plasticien d'acquérir les œuvres. Donc pour ça, nous avons demandé qu'un comité soit mis en place pour faire le suivi et évaluation. Et je pense que c'est pas perdu. Tous ceux qui ont eu des marchés en 2017, en ces jours-là, on peut rattraper les choses. Parce que souvent, la construction peut prendre 2 ou 3, 4 ans, souvent même 5 ans. Puis c'est à la fin qu'il faut intégrer tout ça. Donc je pense que ce problème-là, nous sommes en train de régler ça avec le ministère pour qu'un comité soit mis en place. Mais s'il y a un retour de la part de certains artistes pour dire, par exemple, qu'ils ont bénéficié donc des retombées de Pour l'instant, il n'y a pas de retour, personne n'a bénéficié.
Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'organiser une forme de rencontre tripartite entre les différents acteurs, c'est-à-dire le ministère qui est censé donc mettre tout cela en œuvre, les entrepreneurs et naturellement les artistes praticiens? Est-ce qu'il est prévu en plus justement du comité dont vous parlez? Je pense qu'au niveau du ministère, il était même prévu un spot pour annoncer la loi 1%. Et il y avait un budget de 2 millions qui a été dégagé pour ça. On ne sait pas où c'est parti. On ne sait pas aussi comment ça a été fait. Vous n'avez pas fait du suivi? Vous savez, chaque fois on discute avec les autorités, avec l'administration et tout, mais souvent je ne sais pas s'il y a une volonté réelle de pouvoir satisfaire ces plasticiens-là. Parce qu'une loi telle que la loi 1% est très importante pour nous et il faut la prendre à cœur. Je pense que si c'était pour... Quelle doit être votre part aussi, en plus d'attendre aussi le véritable travail du ministère, vous à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que déjà sensibiliser, passer dans les médias? Bien sûr, on le fait. Récemment, on a fait une conférence au niveau du BBDA où on a parlé de ça, où le directeur, M. Zourom, est venu parler de la loi 1%, voilà et tout. Donc c'est des actions que nous menons et au niveau des régions aussi, nous avons mené une tournée et nous avons fait 8 régions du Burkina. On a parlé aussi de cette action-là, de la loi 1% artistique. Je pense que c'est des actions comme ça que nous menons pour pouvoir sensibiliser nos acteurs. Avant peut-être que le doyen reprenne la parole, l'occasion fait il a parlé du BBDA. On sait que les artistes praticiens font partie donc des artistes. Excusez-moi, quel est votre apport? Est-ce qu'il arrive que, comme on le voit à travers d'autres secteurs de la culture, que vous soyez rétribué donc par le BBDA? Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que souvent c'est conséquent? Bon, je pense que la question devrait venir plus tard. Oui, mais on y va, on peut commencer. Oui. Et... c'est le problème de débriefer les gens, les invités là. Voilà. Au niveau du BBDA, il faut déjà saluer l'effort qui a été fait et par la direction à travers M. Walid Bara que nous félicitons pour le travail abattu. En effet, il existe des artistes qui perçoivent des droits au niveau des arts plastiques. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Ça se passe comment? C'est un peu comme la musique, mais c'est un peu différent en fait. Parce que nous, c'est des œuvres créées. Et une fois que l'artiste crée une œuvre, l'artiste doit déclarer cette œuvre. Elle doit être originale. C'est pas une copie. On ne peut pas aller prendre les bronzes qu'on voit de la princesse Sénégal reproduit et aller faire déclarer au VDA, ça n'a pas marché parce que c'est pas une création personnelle de l'artiste. C'est une reproduction. Donc il faut qu'elle soit personnelle et vous déclarez au niveau du BBDA. Et il y a un comité qui est chargé d'identifier les œuvres dans chaque domaine en fait. Et dans notre domaine, ce comité a été mis en place pour identifier les œuvres. Et une fois que le comité accepte que l'œuvre peut être protégée, puisque déjà il faut qu'elle soit protégeable, et ils font une note, et vous venez payer la somme de 7500 au niveau du BBDA pour adhérer. Voilà. Et dès que vous adhérez, pour percevoir les droits, il faut que votre œuvre soit utilisée. Comment ça se fait cette utilisation? Dans les hôtels, la plupart, ce sont les hôtels et les musées et à travers nos expositions aussi. Voilà. Parce qu'au niveau des hôtels, quand tu exposes, l'hôtel a l'obligation de pouvoir verser une part à l'artiste chaque année. Et la répartition se fait chaque année. Je dis, auparavant, il n'existait pas ce comité-là parce que, voilà, et les gens partaient déclarer les œuvres comme ça, et ça passait. Moi, j'ai été victime de ça parce que j'ai été membre, je suis membre depuis 2010 et j'ai jamais perçu de droit, je ne savais pas pourquoi. Même lorsque vous faites par exemple une œuvre, par exemple pour une banque, voilà, un hôtel, est-ce que la banque ou l'établissement est chargé de reverser des droits par exemple au BBDA? Bien sûr, l'établissement est chargé de reverser les droits, que ce soit hôtel ou banque, et même au niveau des télés, ça ne se limite pas aux espaces. Une télé qui diffuse une œuvre artistique a le droit de verser des droits.
Et justement, dans le prolongement ici, c'est un privé, un individu qui s'offre justement une de vos œuvres et qui est-ce que je dois essayer de droit. Comment ça fonctionne à ce niveau? Un privé, on n'a pas encore étudié ce cas. Voilà, on n'a pas encore étudié ce cas parce qu'on se dit que c'est pas un lieu public. Bon, c'est un peu comme la musique aussi. Voilà, c'est pas un lieu public. Lorsqu'on achète une œuvre musicale, on n'a pas besoin de trucs personnels. Sinon, c'est pas facile d'acquérir l'œuvre, mettre à la maison et puis déjà chaque fois verser des droits. Mais dans l'ensemble, c'est des droits quand même consistants, ça va. Bon, certains arrivent à s'en sortir, certains aussi trouvent que c'est minime. Mais nous travaillons à cela parce que même au niveau de la musique, il y a certains qui se retrouvent à 3500, 2000 souvent. Donc voilà, c'est à tous les niveaux en fait. Il y a un autre aspect aussi, le mécanisme d'acquisition des œuvres. Qu'est-ce que ça devient? Le mécanisme, il faut dire que ça a été mis en place en 2015 sous la couverte du ministre Dioma. Et la répartition des œuvres a été faite en 2016 sous la couverte du ministre Taïro Barry. Et la mise en œuvre de ce mécanisme a causé beaucoup de problèmes. D'abord, on va expliquer c'est quoi le mécanisme d'acquisition des œuvres. Je pense que c'est le ministère. C'est le ministère, voilà. En fait, c'est l'État qui achète des œuvres. Le ministère de la Culture qui met une somme à disposition pour acheter les œuvres. Afin de décorer les édifices publics déjà existants. Il faut faire la part des choses parce que la loi 1% est différente du mécanisme. La loi 1%, c'est les bâtiments qui vont être construits. Et le mécanisme, c'est les bâtiments qui existent déjà, qui sont vides. Voilà. Donc, ce mécanisme a causé beaucoup de problèmes et au niveau de la fédération, nous avons interpellé le ministère en charge de la culture sur les problèmes qui sont liés à la mise en œuvre et tout, de l'équipe qui sont chargées de la mise en œuvre. Et depuis 2015 à nos jours, mais il y a des œuvres qui ont été achetées quand même à l'époque. À l'époque, il y a eu 118 œuvres qui ont été achetées à hauteur de 108 millions, un truc comme ça. Voilà, parce que c'est nous, on a interpellé, parce que c'est notre rôle aussi d'interpeller. Voilà, si une action est mal mise en œuvre, il faut que mal à quel niveau? Mal à quel niveau? Vous savez que quand on parle de beaucoup de millions, il y a pas mal de copinage à certains niveaux et tout. Et en matière d'œuvres d'art, il n'y a pas de prix en fait. Voilà, donc une personne peut aller vendre une œuvre qui coûte 200 000 à 600 000 parce que voilà, celui qui vient acheter va accepter. Pour vous, on devait procéder comment alors? Bon, la procédure devait être autre. La procédure devait être autre. On peut organiser des expositions en vue de recouper les artistes et que tout se fasse sur un lieu. Voilà, on peut annoncer une date, organiser une exposition, faire appel aux artistes qui viennent avec 2 ou 3, 4, chacun vient avec 2 ou 3, 4 œuvres pour exposer et le comité vient visionner et faire la sélection. Et je pense que pour cette question-là... Là, il faut avoir les moyens de venir. Parce que je pense aux artistes aussi qui ne sont pas à Ouagadougou ou à Bobo et où ces expositions doivent se passer et quelquefois qui n'ont pas les moyens de s'y rendre. Pour répondre à cette question, il est plus facile que les artistes viennent de partout que le comité puisse se déplacer dans les régions. Ça coûte plus cher. Vous voyez, si vous prenez un comité de 6-7 personnes, pour aller séjourner à Bobo, vous savez combien ça coûte qu'un artiste quitte à Bobo pour venir ici. Donc il faut minimiser les dépenses et tout, et avoir une enveloppe conséquente pour acquisition des œuvres, puisque cela aussi fait partie du budget. Alors concernant un écrivain notamment Kamara qui avait dit que si vous voulez être écrivain, il faut d'abord vous chercher du boulot, un métier quoi. Seulement dit qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce qu'au niveau des arts pratiques, est-ce qu'on peut en vivre, est-ce qu'on s'en sort, est-ce qu'on vit de son art? Je pense que dans le monde, il y a plusieurs artistes qui vivent de leur art. Au Burkina? Au Burkina particulièrement, c'est très difficile actuellement, vu le contexte de sécurité qui s'installe au niveau du Burkina et vu nos clients qui ne sont pas forcément des Burkinabés, la plupart sont des étrangers et ça cause un problème. Et parfois nous sommes obligés de sortir pour les expositions et autres pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez, avant au niveau du village artisanal qui est un espace de promotion de nos créations, on pouvait en vendre par semaine 300-400 000. Mais aujourd'hui vous rentrez au village, vous faites 2-3 mois sans vendre une œuvre. Qu'est-ce qui explique cela? C'est le contexte sécuritaire.
Donc il faut déjà régler ça avant de parler de voilà, que l'artiste puisse vivre de son art. Et moi je pense qu'il faut quand même souligner quand même des doyens comme Luc Bambara, comme Sereki, comme Nikema et bien d'autres. Je pense que ils ont pu quand même créer au moins beaucoup d'œuvres, peut-être qui les rapportent au Burkina, mais également à l'extérieur. J'imagine même déjà en termes de droits d'auteur. Et justement en termes de droits d'auteur, je pense que si on va au moins être regardant, je pense que quand même, on peut dire qu'il y en a qui s'en sortent, mais peut-être que la grande majorité, comme on dit, se cherche entre griffes. Voilà. Et bon, pour moi, je reviens un peu à cette absence ça veut dire que ça soit la communication, les relations publiques et bien d'autres. Je pense qu'on est à un moment, une époque où vraiment celui qui ne communique pas est pratiquement dans l'obscurité. Alors, donc j'insiste là-dessus pour dire vraiment à la fédération que vraiment un effort particulier devrait être fait à ce niveau pour que, en tout cas, la mayonnaise... Pour finir, Moumouni, quelque chose à dire pour finir? Pour terminer, un appel, c'est à l'endroit du ministère en charge de la culture, qu'elle puisse jeter un regard favorable sur notre secteur pour mieux développer ce secteur-là. Et nous sommes prêts à accompagner le ministère, puisqu'ils sont là pour nous accompagner aussi. Et aussi souhaiter que le mécanisme d'acquisition des œuvres qui a été annoncé pour 2019 et qui a été reporté pour 2020, entre janvier et février, selon le ministre en charge de la culture, puisse être réalisé. Et le coût qui a été annoncé pour 50 millions, nous espérons que le ministre revoie ce montant-là. Merci. Parce qu'au niveau du Bénin, ils ont annoncé 1 milliard pour l'acquisition des œuvres. Ok, c'est ici qu'on met un terme à cette émission Culture Express. Et puis, c'était Moumouni Savadogo de la Fédération des filières des arts plastiques et appliqués du Burkina Faso, avec moi Moumouni Yerbanga de Radio Jeunesse, Silpaïm Ouedrago de Info Sciences Culture. On se retrouve la semaine prochaine autour d'autres thèmes invités. Allez, excellente journée à vous sur la télévision nationale du Burkina. Thank you.